Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, on va parler d'un film franco-canadien réalisé par Monsieur Christophe Gans. Il y a quelques semaines, j'avais évoqué son Crying Freeman. Et bien ici, 11 ans après, 2006, il proposait vraiment un projet ambitieux, c'est-à-dire l'adaptation au cinéma du célèbre jeu Silent Hill. Il est à nouveau accompagné de son scénariste Roger Avery, avec qui donc il avait fait Crying Freeman, et au casting, on retrouve avant tout des actrices, mais il y a quand même un acteur principal. Donc, pour interpréter le personnage principal, qui est donc une femme, alors que dans le jeu c'est un homme, Radha Mitchell. Alors j'avoue que je ne me souviens pas de l'avoir vu ailleurs, mais peut-être. Bon, de nom en tout cas. Son mari, le seul homme principal quand même ici de l'œuvre, est interprété par Sean Bean. Et à chaque fois qu'on voit un film avec Sean Bean, on se demande s'il va mourir avant la fin. Ça c'était une vieille blague par rapport à certains de ces personnages qui ne font pas long feu. Alors là, je ne dirai rien. Voilà. Je ne vais pas faire de zone spoiler parce que c'est pas du tout l'histoire qui m'intéresse le plus ici, quoique, l'univers au sens large. Nous avons également Laurie Holden, qui est une actrice que on a vu beaucoup dans les œuvres de Frank Darabont, par exemple. Et là, on est à un an avant The Mist. Je balance ça comme ça, au hasard. Citons aussi la présence de Alice Krieger, qui joue la méchante du film, Deborah Kara Unger et la jeune Jodelle Ferland pour l'enfant principal voilà, de cette œuvre. Mais on va citer aussi Kim Coates, qui est là en tant que policier. Acteur que j'avais découvert dans Waterworld, moi personnellement. Ça commence à dater, tout ça. Alors, petite précision, et peut-être que finalement c'est encore mieux. Je vais vous dire quelque chose ici, je vais avouer mon côté profane. Je n'ai jamais joué à Silent Hill. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, non, je plaisante évidemment. Dans le sens où finalement, je découvre l'œuvre cinématographique. Bon, je connaissais un petit peu certains éléments de l'univers, un petit peu Lovecraftien peut-être, aussi inspiré de certaines choses, que ce soit Stephen King ou l'échelle de Jacob. Je m'étais un peu renseigné là-dessus. J'ai vu des visuels. Ici, donc, la plongée dans le film ne m'a pas forcément surprise. Mais j'ai eu envie, donc, ici, de voir un brûlot de cinéma et me rendre compte de ce qu'a pu faire Christophe Gans avec ici un jeu vidéo qu'il lui-même aimait beaucoup. C'est-à-dire qu'il était en connaissance de cause, sur un terrain miné cependant, parce qu'on le sait, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est rarement une réussite. Quelques années auparavant, par exemple, il y avait eu Resident Evil de Paul W. Anderson qui avait été, on va dire, conspué par les fans du jeu. Alors moi, j'avais pas détesté ce film. Enfin, lui, j'avais vu pour le coup, mais j'avais jamais joué au jeu non plus. Bon, j'en parlerai un jour, je sais pas si je le reverrai à la hausse ou au contraire. Et donc ici, Silent Hill, l'histoire de base, comme ça, sur le papier, c'est celle d'une mère qui s'appelle Rose ici et qui a une jeune fille de 10 ans âgée, âgée de 10 ans, qui s'appelle Sharon, qui est adoptée, mais qui a des crises de somnambulisme, c'est compliqué, donc forcément le couple, Rose et Christopher, s'inquiètent beaucoup. Ils veulent essayer d'en savoir plus, enfin, quoique. Le papa, lui, veut plutôt la soigner, etc., la protéger, tandis que Rose veut aller à l'origine de Sharon afin de savoir si c'est peut-être dû à de là où on l'a prise, c'est-à-dire cette ville fantôme de Virginie occidentale. Voilà, ça fait très Lovecraft, ça fait très Midwich, etc., ou autre Innsmouth, plutôt, Cauchemar d'Innsmouth, un très très bon roman court, ou nouvelle longue, comme vous voulez, de Monsieur Lovecraft. Peut-être, d'ailleurs, il y a quelque chose à creuser, avec le culte de Dagon et tout, et le culte ici de Silent Hill. Bref, cette ville fantôme, Rose y va. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Et en y allant, elle va avoir un accident de voiture et se retrouver dans un univers qu'elle va vite avoir du mal à palper, puisqu'elle va basculer dans d'autres mondes. Et en plus, Sharon disparaît. Donc la quête de sa mère derrière, pour retrouver la fille, va la mener vers un monde de cauchemar, un monde autre. Déjà, on entre là un petit peu dans un monde brumeux, avec des chutes de cendres, puisqu'il y a quand même une origin story à cette ville de Silent Hill, qui a connu une catastrophe due à une explosion, donc ça retombe en perpétuité. Et donc elle est condamnée, cette ville isolée et potentiellement hantée par les gens qui y ont vécu et y ont subi cela. À moins qu'il existe encore des personnes sur place qui pourraient hanter les lieux, mais physiquement parlant, avec cette secte, ce culte, bon, c'est un gros bordel là-dedans. Et donc Rose, en retrouvant Sharon ou pas, je reste vague, on va rester vraiment ici dans l'évanescence d'un mystère, eh bien elle va être confrontée à d'autres styles d'enfants beaucoup plus difformes.
Est-ce que c'est dans son trauma à elle, ou est-ce que c'est la réflexion des traumas de ces âmes damnées, quelque part? Désolé, je suis un peu malade au moment où je fais cette vidéo, et oui, c'est la période. En tout cas, on va aller donc d'univers visuel en univers visuel, et là-dessus, c'est la pure réussite du film, son côté formel et plastique. Christophe Gans a réussi quelque chose de formidable dans, on va dire, le design global, enfin en chapeautant cela avec son équipe technique, bien évidemment. Parce que, bon, on a l'aspect numérique, notamment des décors des lieux, qui sont super bien léchés, et ça passe, hein, en fait, parce que comme on est un peu dans un ailleurs, à un moment, on lâche prise dans l'idée que c'est pas très, voilà, il y a même des plans comme ça qui pénètrent, le jeu spatial, formidable, assez industriel, c'est assez fou sur ce point-là. Et la musique par-dessus est exceptionnelle. Alors certes, le compositeur s'appelle Jeff Dana, mais en fait, il n'a fait que retravailler pour la plupart des morceaux du grand Akira Yamaoka. Hein, quelqu'un quand même, j'ai pratiquement joué à aucun jeu vidéo qu'il a pu composer, mais par contre, j'ai écouté beaucoup de ses BO, donc là-dessus, formidable, formidable, formidable. L'ambiance, elle est là, elle est assez cryptique, assez sombre, et ça fonctionne super bien, avec des créatures qui, alors pour le coup, elles, certes, il y a un petit peu de numérique, notamment sur ces enfants zombies, là, tout ça, c'est spécial, hein, mais il y a beaucoup d'effets pratiques aussi, ça se sent, c'est palpable, ça se voit, et du coup, la peur, elle se met en place, avec plusieurs bestioles, ou humains un petit peu détraqués, on va le dire. D'ailleurs, c'est ce que voulait, hein, le concepteur du jeu de base, c'est-à-dire partir d'une base humaine, et montrer qu'ils ont été décharnés par les événements, on va dire, dont le fameux Pyramid Head. Il y a ça qui apparaît à un moment, il y a une scène exceptionnelle avec ce monstre, disons-le, dans une sorte de ventilation là, avec la flic là, voilà, qui vient. Alors, je parlerai un petit peu des personnages après. Bémol ou pas là-dessus, ça se discute. Et donc, oui, sur ce plan-là, on flippe sa race peut-être. Alors moi, j'avoue, j'ai pas trop eu peur, mais par contre, j'ai été assez fasciné par ce qui a été présenté là. Alors, après, Christophe Gans, très proche du jeu, de ce que j'ai compris, a repris un peu les mêmes influences que le jeu. Donc, le côté Lovecraftien, tout ça, oui. Les peintures de Francis Bacon, certaines architectures, là aussi, d'un monsieur polonais, je crois. Donc dans ces idées-là, il prend la matrice du jeu et il la met très bien en visuel, comme cela. Alors ça fait cinématique aussi, hein, dans l'approche de la réalisation. On voit qu'il a voulu quand même convaincre et ne pas se mettre les fans à dos sur ce plan-là. Mais c'est aussi le bémol du film. Bon, j'en arrive là directement, parce que sur photographie, créature, décor, voilà, enchaînement, des moments de flip, des scènes qui sont très distordantes, déchirantes, même dans tous les sens du terme, c'est parfait. Voilà. Il y a même des très bons effets spéciaux de gestion, notamment de fusion ou de déchiquetage. Pour 2006, bon, ça va, ils étaient bien en place quand même, les effets spéciaux déjà, hein, le temps passe, mais bon, c'était il y a 19 ans quand même. Et c'est peut-être mieux géré, on va dire, que pas mal de films qui sont sortis dans les années 2010, ou même récemment, mais bon, le budget devait être là. Par contre, le problème, c'est que ce film peine à être vraiment une œuvre de cinéma à part entière. C'est-à-dire qu'à vouloir vraiment s'accrocher à l'univers du jeu, à ne pas le travestir trop, il y a des trucs, il y a eu des choix, hein. D'ailleurs Christophe Gans a dû faire des concessions, des compromis. Mais à un moment, tu as vraiment l'impression de passer d'une scène à l'autre, comme ça on avance, hein, de plateforme en plateforme, pour arriver au boss final, où donc avec des révélations et tout le tout team. Alors ça, je ne vais même pas faire de zone spoiler là-dessus, parce que ça m'a agacé en tant que tel, mais c'est aussi dans le cahier des charges. J'aurais voulu plus de mystère, plus d'abstraction. Récemment, j'ai parlé par exemple de l'œuf de l'ange de Mamoru Oshii. J'aurais adoré de voir une version animation par cet auteur, celui qui a fait Ghost in the Shell aussi, parce que probablement là, on aurait été plus dans la diffusion du mystère, censé chercher forcément à avoir beaucoup de réponses, qui ne sont pas forcément dans le premier jeu, mais qui sont peut-être dans d'autres jeux après, et que Christophe Gans a fait en sorte de réunir là avec son scénariste, parce que tout simplement la production l'a imposé. Beaucoup de choses forcément, hein, il fallait faire un film, mais il fallait aussi que ce soit proposé à un plus grand large. Un œuf de l'ange, par exemple, de Mamoru Oshii, c'est hyper de niche, quoi. Bon, et cette idée, voilà, on peine à avoir une construction narrative cinématographique pure, même s'il y a une tentative, et c'est à la fois le défaut, le problème du film, et la qualité peut-être aussi, parce que ça tente autre chose, mais ça ne fonctionne pas super bien, c'est le personnage de Sean Bean, le père. Parce que c'est un film de recherche et de méta-recherche. Il y a Rose, à un moment, et Sharon, à la recherche du problème, pourquoi elle est dans cet état-là, la fille, à ne pas dormir, à faire ses cauchemars. Et donc, à un moment, Rose perd Sharon et va à sa recherche.
Et à côté, il y a le mari, hein, qui n'a pas donné son accord, qui va à la recherche de sa femme et de sa fille. Et on va passer dans le monde réel, comme ça, des bascules. On essaye d'en apprendre un peu plus sur la ville, parce que le flic qui accompagne le père a connu quelque chose par rapport à son papa, lui, tout ça. Bon, ça donne un peu trop, on va dire, de base concrète à cette ville mystérieuse. Et passons. Ça renforce peut-être le côté économique voilà, d'un endroit un peu abandonné de l'Amérique, pourquoi pas. Associer ceci avec la chasse aux sorcières, du culte local, ça peut faire un petit côté, ouais, un petit côté quand même, ouais, sociopolitique vite fait, hein, sur l'ambiance et tout, même si Christophe Gans, je pense pas que c'est ça qui l'intéressait, lui, qui était plutôt un auteur, hein, quand même, par rapport voilà, à ses origines, qui ne se souciait peut-être pas spécialement de ce qui se passait en Amérique, mais bon, peut-être que si, ou peut-être que la production a voulu faire cela. Mais en tout cas, voilà, le côté père, voilà, on sort en fait du grand truc, on perd peut-être, c'est le cas de le dire, avec le père, on perd pas mal en fait de sensations pures et d'immersion totale dans ce monde qui bascule et qui retombe dans les cauchemars grâce à cette sirène, évidemment. Mais ça a été imposé par donc la production de l'époque, qui voulait quand même un acteur féminin, masculin, pardon, un acteur masculin et un personnage masculin important dans l'intrigue, là où il aurait pas dû en avoir, forcément. Mais bon, c'est comme ça, parce que c'est quand même un film qui intéresse plutôt, on va dire, sur la thématique des femmes, de protection, maternité, amour ou haine par rapport à ce qu'elles auraient pu être, ou ce qu'elles sont, ou ce qu'elles ne sont pas, etc. C'est ça qui intéressait, je pense, Avery Gans pour l'approche, mais il fallait quand même le personnage du père, donc ils ont fait avec. Ce qui permet d'ailleurs de finir le film sur cette idée-là, et de revenir sur une forme de solitude. C'est un film de solitude aussi, mais on peine à la sentir, la solitude, tout le temps, à faire ce montage alterné par exemple, et avec le climax des rencontres monstrueuses ou autres humains de culte. Mais bon, ça, c'est vrai que la fin réussit quelque chose avec l'apport de ce personnage qui n'aurait pas forcément dû être là pendant le film, hein, le papa. Mais bon, je reste vague là-dessus. Et sur le reste, bah oui, après, plus on avance, plus ça s'accélère. On a ce personnage de Christabella qui est assez flippante, très bien interprétée par cette actrice sud-africaine que j'avais cru voir ailleurs. Bizarrement, j'avais cru la voir dans Titanic, mais en fait pas du tout, elle n'y a pas joué. Elle ressemble à un personnage dans Titanic, voilà, peut-être un personnage d'une mère, je crois, là, bon bref, pauvre. Bon. Mais en tout cas, super bien là, dans ce rôle-là, et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, donc bon, chasse aux sorcières, elle c'est la mère un peu des gens un peu abandonnés là de ce culte, et il y a cette histoire de tentative de protection, on va dire, voulu positivement, une mère avec sa fille, et là, avec cette folie qu'il a gagnée, elle, la leader du culte, qui veut protéger ses ouailles. Il y a cet entrechoquement-là, il y a beaucoup de jeux visuels et de réalisation, la Christophe Gans très très bien, de fusion ou non-fusion, ou de dispersion, on va dire, dès que la maternité peut être ou non possible. Par exemple, il y a un superbe moment où il y a une autre fille fantôme, voilà, qui va être le parallèle de Sharon, la fille adoptive qui est perdue, là, qui va rentrer littéralement, qui va fusionner dans le corps de Rose. C'est exceptionnel, ça. Ça en dit long, je pense, sur cette idée que elle est vraiment la mère parfaite, potentielle, protectrice, qui va au bout, quoi. Limite prête à se sacrifier si besoin. Et de l'autre côté, tu as Christabella, elle, qui est, on va dire, la mère horrible, qui est prête à sacrifier même ses enfants, hein, ses agneaux, ses ouailles, si ils ne vont pas dans le droit chemin. Et cette idée-là qui est assez forte, donc c'est un combat de mère, entre guillemets, c'est un combat de femme, c'est un combat voilà, d'âme perdue de toute façon, ou de gens qui se perdent et qui essayent de retrouver ou se retrouver. Il y a beaucoup de trucs intéressants là-dessus, cependant le film ne peut pas aller trop loin dans la profondeur. Là je suis allé presque dans une sorte de suranalyse, mais on ressent un petit peu cela arriver au bout, et presque tu vas avoir des regrets sur d'autres choses. Donc au final, ce Silent Hill, n'ayant pas joué au jeu, ça me donne envie de m'intéresser à l'univers, peut-être un jour, mais je ne serai jamais un gamer, c'est juste que j'ai pas le temps. Je vois déjà beaucoup de films, j'ai du boulot, j'ai plein de choses à faire, je lis, voilà, donc il y a des moments où je sacrifie. Comme je vois pas beaucoup de séries, vous voyez, je joue pas. J'ai très peu joué même dans ma vie, plus jeune un peu, mais pas des jeux comme ça, en tout cas. Donc oui, j'ai forcément un manque à cette culture personnelle. Mais vous, par exemple, si vous avez joué aux jeux vidéo, est-ce que vous avez aimé ce Silent Hill version cinéma? C'est ça qui m'intéresse. J'aimerais avoir l'avis de spécialistes, entre guillemets. Et est-ce que vous sentez le côté cinéma dans ce film, au-delà donc de l'apport, on va dire, magnifiquement
abouti au côté fanatitude de Christophe Gans envers Silent Hill. Parce que c'est ça le plus important. On juge un film avant tout. Et sur ce point-là, je suis mitigé, même si je penche vers le positif, parce qu'il y a un très beau travail, et Christophe Gans s'est fait plaisir et a réussi quelque chose quand même. C'est un très bon créateur, j'ai envie de dire, d'ambiance, et quelqu'un qui rend bien hommage aussi à ce qu'il peut faire, à ce qu'il aime. Parce que finalement, Crying Freeman, j'en avais parlé de John Woo et tout, là, il y a le jeu. Bon, après, il va peut-être plus s'émanciper sur d'autres choses. Et je finirai sur un petit dernier point. Si j'en parle là de ce Silent Hill, peut-être, oui, il va fêter ses 100 ans. Je suis très fatigué sur cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est 20 ans dans quelques semaines, quelques mois. Mais surtout, il va sortir là, bientôt, là, une suite. Alors, une suite ou pas, je ne sais pas, mais il va à nouveau réaliser un Silent Hill, Return to Silent Hill. Je crois que c'est ça, le titre en VO. Et j'espère pouvoir le voir au cinéma, peut-être, en tout cas en parler, et si ce n'est pas le cas là en salle, ça sera dans quelques mois en rattrapage. Pourquoi pas? C'est pour ça que je me suis intéressé à cette version. N'hésitez pas à dire donc en commentaire ce que vous pensez de tout cela, blablabli, blablablou. Et moi j'arrête cette vidéo et je vais me reposer un petit peu. Au moment où je la tourne, je suis presque en vacances. On s'accroche. Allez, à la prochaine. Ciao.